Nous allons commencer le cours partie 1, retour sur les règles du commerce international et sur l'évolution des négociations multilatérales. Pour comprendre les difficultés de la libéralisation des échanges et des négociations qui ont eu lieu au GATT puis à l'OMC, dont nous allons parler ensuite, il faut aussi comprendre comment les États cherchent à se protéger des importations. Et c'est ce qu'on appelle les barrières aux échanges. Vous en avez certainement entendu parler de temps en temps autour de vous. La première barrière aux échanges qu'on peut mettre en place, la plus simple, c'est ce qu'on appelle les barrières tarifaires. On va imposer des droits douaniers, des taxes sur les importations lorsqu'elles rentrent sur le territoire national. Et ces taxes peuvent être fixes, un montant fixe. Elles peuvent être ce qu'on appelle ad valorem, c'est-à-dire que c'est un montant en pourcentage de la valeur de la production importée. Ou ça peut être des prélèvements variables, comme vous avez pu voir dans la PAC d'avant 1992, c'est-à-dire une taxe qui ramène le prix du produit importé au niveau du produit garanti à l'intérieur du pays. Mais on a aussi d'autres formes de barrières aux échanges. On a toute la gamme des barrières non tarifaires. La plus courante, c'est les restrictions quantitatives, les quotas. Donc là aussi, on peut avoir des quotas fixes. On ne fera rentrer, par exemple, que 300 000 voitures japonaises sur les territoires français, ou en pourcentage de la consommation interne. Et souvent aussi, pour les produits agricoles, on peut avoir des quotas annuels ou, plus souvent, des quotas saisonniers. Par exemple, l'Europe permet à la fraise marocaine de rentrer sur son territoire lorsque la pleine période de production de la fraise européenne n'est pas encore arrivée. Donc on va autoriser la fraise marocaine jusqu'au mois de début avril, et puis ensuite on va la bloquer, puisque on ne veut pas qu'elle rentre en concurrence avec la fraise espagnole, portugaise, puis française. On peut aussi avoir des barrières de type normes, c'est-à-dire imposer des règles que les produits importés doivent respecter, des normes techniques, des normes sanitaires en termes de respect de qualité, par exemple sanitaire pour le consommateur, mais aussi, et ça c'est plus subtil, des normes environnementales ou sociales. Et on reviendra dessus. Normes environnementales voulant dire par exemple qu'on veut imposer aux produits importés qu'il ait été produit dans des conditions spécifiques, par exemple, qui ne nuiraient pas ou qui nuiraient moins à l'environnement. Et des normes sociales seraient des règles qui imposeraient que le produit ait été fabriqué dans des conditions qui respectent un certain nombre de règles de protection du travailleur. Donc, par exemple, on a eu cette polémique il y a quelque temps, interdire l'importation des ballons de football fabriqués par des enfants dans les usines du Pakistan, par exemple. Et puis, dans certains cas, on a aussi des exigences de contenu local, c'est-à-dire qu'on n'importe pas des produits complètement fabriqués à l'extérieur, on impose que ces produits soient en partie fabriqués sur le territoire national avec l'incorporation d'une certaine proportion de produits locaux. Et juste pour ajouter et compléter le tableau, il y a aussi des instruments pour améliorer la compétitivité des produits nationaux, parce que finalement, quelque part, il ne s'agit pas simplement de se prémunir de la concurrence des produits importés potentiellement moins chers, mais aussi de gagner du terrain sur les marchés internationaux, de booster, d'encourager nos exportations vers l'extérieur. Et ça peut se faire via des subventions aux exportations, voire même des subventions aux producteurs directement ou indirectement. Pour comprendre les règles du commerce international, il faut revenir un petit peu en arrière. De fait, la théorie économique a essayé de démontrer, et c'est beaucoup basé là-dessus, qu'il y avait un avantage à libéraliser le commerce international et que finalement, tous les pays, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, étaient gagnants dans une situation où on abaissait les barrières aux échanges. Et c'est fondé sur cette théorie-là, qu'on appelle la théorie du libre-échange, la théorie des avantages comparatifs, la théorie de la division internationale du travail, par exemple, que après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu mettre en place un système mondial de régulation des échanges qui
mette un petit peu d'ordre, qui fasse que ça soit pas le Far West que c'était entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qui incite les pays à libéraliser leurs échanges. On pensait aussi que c'était non seulement un gage de prospérité économique, mais aussi peut-être une garantie de réduction des conflits. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on se décide, sous l'égide de l'ONU d'ailleurs, enfin à l'époque en tout cas des Nations Unies, de signer un traité intergouvernemental qu'on va appeler le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, et qui va être signé au départ entre une petite vingtaine de pays. C'est une participation volontaire, évidemment, et les objectifs du GATT sont de mettre en œuvre les conditions d'une concurrence loyale entre les nations et de promouvoir, de faciliter les échanges commerciaux internationaux. Et le GATT, donc ce traité, il est fondé sur une série de principes généraux que je vais vous décrire, qui permettent d'établir un code de conduite. Et la manière de fonctionner du GATT jusqu'en 1994, ça va être ensuite d'organiser des cycles de négociation entre l'ensemble des parties contractantes du GATT pour négocier une réduction progressive des mesures protectionnistes de l'ensemble de ces pays. Quels sont les principes fondateurs du GATT? Le plus important, c'est celui de la règle de la nation la plus favorisée. Et d'ailleurs, très souvent, vous allez le retrouver, si vous lisez un petit peu de littérature sur le commerce international, sous le sigle NPF ou sous son acronyme anglais pour MFN, pour Most Favored Nation. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Il dit que tous les avantages commerciaux accordés par un pays contractant à un produit originaire d'un pays signataire du GATT seront sans condition étendus à tous les produits similaires originaires de toutes les autres parties contractantes au GATT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons par exemple l'Allemagne et les États-Unis qui sont signataires du GATT, si l'Allemagne accepte une réduction de ses taxes douanières sur les importations d'acier américain, par exemple une réduction de 30% à 20%, l'Allemagne est obligée d'étendre cet avantage-là à tous les autres pays signataires du GATT. Et donc de fait, dans ces cas-là, l'Allemagne ne peut plus raisonner dans une négociation bilatérale avec les États-Unis, elle est obligée de penser à l'échelle de l'ensemble des pays contractants du GATT. Et c'est pour ça qu'on dit que cette règle-là, c'est le fondement du multilatéralisme. On ne raisonne plus dans une négociation bilatérale, mais dans une négociation multilatérale. Les autres éléments importants dans les règles du GATT, c'est la règle de non-discrimination. C'est qu'un pays ne peut pas imposer de règles plus drastiques aux produits venus de l'extérieur que celles qu'il impose aux produits nationaux. Et puis la troisième règle importante, il y en a d'autres, mais on va sélectionner celle-ci, c'est l'idée qu'on s'engage à éliminer progressivement les barrières non tarifaires aux échanges et tout ce qu'on appelle les pratiques de dumping, c'est-à-dire vendre sous le prix de revient. On va aussi accepter un contrôle strict de ce qu'on appelle le protectionnisme déguisé, c'est-à-dire un protectionnisme qui se cache sous des principes, par exemple, de protection du consommateur, mais qui serait en fait une protection de l'industrie nationale. Donc le GATT a bien fonctionné comme il était prévu entre la date de sa naissance, 1947, et la date de sa transformation en OMC en 1994. Et vous voyez sur ce graphique que le nombre de pays signataires est passé de 23 à sa création à 130 en 1994. C'est-à-dire, en fait, il couvre quasiment 95% du commerce mondial. Donc, le GATT a été un véritable succès. Les pays ont voulu rejoindre le GATT. Et il a donc fonctionné sous forme de cycles de négociation. Et donc, on peut voir la succession des cycles. Vous voyez que les premiers cycles duraient en général 1 an, puis 2 ans, puis parfois 3 ans.
et que à chaque fois, on mettait en œuvre un certain agenda de négociation, on se donnait des objectifs en termes de réduction, on les négociait dans une enceinte multilatérale, et puis on pouvait clore la négociation avec un accord officiel. Et de fait, cette négociation-là a permis de réduire en moyenne les barrières tarifaires aux échanges, notamment sur les échanges de produits industriels, de 40%, qui était la moyenne observée au début des années 50, à quasiment 5% au milieu des années 80. Donc un énorme succès. Évidemment, il y a eu quelques sujets de conflit. Il y a eu la création de la Communauté économique européenne, puis de la PAC, qui a été un petit peu compliquée, qui a donné lieu à un accord un peu à côté, dont on parlera plus tard. Et puis, il y a eu toute la question agricole qui était peu traitée dans le GATT et qui est montée sur le devant de la scène. Et c'est cela qui explique la longueur du dernier cycle, donc on appelle round, qu'on appelle l'Uruguay Round, qui a commencé en 1986, qui était programmé pour se terminer 2 ou 3 années plus tard, et qui n'a pu se clore qu'en 1994. Et donc la question, c'est pourquoi ce round, ce cycle a été si long, pourquoi on a eu autant de difficultés à le clore. Donc ce cycle de l'Uruguay, c'est le cycle le plus ambitieux du GATT. D'abord parce que ce n'est pas la même chose de négocier à quasiment 130 pays et de négocier comme au début à une trentaine de pays, c'est évidemment plus compliqué, mais aussi parce qu'on va couvrir progressivement une gamme plus large de secteurs, et puis on va aussi affronter ou faire face à plus de conflits commerciaux bien sûr. Alors d'abord plus de domaines. Jusque-là, l'agriculture était restée en dehors des négociations du GATT. Avec le cycle de l'Uruguay, on a l'ambition d'inclure la libéralisation du secteur agricole. Il y a la question du textile aussi, et aussi quelque chose qui émerge, parce qu'on n'y pensait pas beaucoup dans les années 50, c'est le commerce des services. Par exemple, les services d'assurance, les services bancaires, les services d'expertise, qui étaient des services qu'on n'échangeait finalement pas beaucoup lorsqu'on n'avait pas ce type de technologie à notre disposition, mais qui représente désormais 30% des exportations mondiales. Donc évidemment, on a envie de s'en occuper et de voir comment on peut faciliter les échanges. Il y a aussi de nouvelles questions. La question des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, lorsque je protège une invention dans mon pays, comment puis-je faire en sorte qu'elle ne soit pas pillée dans un autre pays? Comment m'assurer qu'un autre pays accepte de protéger aussi mon invention sur son territoire? La question des investissements, et puis la question de l'impact croisé entre commerce et environnement. Et là aussi, l'Uruguay Round a l'ambition de traiter ces questions. Et puis la dernière chose, c'est de se dire, le GATT n'est plus capable de gérer des questions aussi compliquées, donc il faut créer une organisation différente, avec une gouvernance différente. Et ça va être la proposition de créer l'Organisation mondiale du commerce, avec un renforcement des procédures de résolution des conflits. Pourquoi inclure l'agriculture dans le cycle de l'Uruguay? Mais principalement parce que la concurrence s'est accrue sur les marchés d'exportation. De fait, l'Europe s'est constituée, la PAC a été un succès, et donc l'Europe est devenue agroexportatrice et a commencé à rogner sur les marchés d'exportation des pays traditionnellement agroexportateurs, comme les États-Unis, mais aussi ceux qui se sont réunis ensuite sous ce qu'on a appelé le groupe de Cairns, le Brésil ou l'Australie ou le Venezuela. Et donc cette concurrence accrue a mené à des tensions de plus en plus fortes, notamment parce que ces pays-là ont accusé l'Europe de pratiquer une concurrence déloyale parce que, à la fois protégeant beaucoup son agriculture via des barrières douanières sur les produits agricoles importés et en même temps subventionnant son agriculture locale. Donc, on a eu effectivement deux sources de conflits fortes. D'abord le fait que ces pays-là demandaient un accès au marché protégé des pays riches, l'Europe mais aussi les États-Unis. On parlait à l'époque de l'Europe comme une forteresse. Et puis la deuxième chose, c'est que
l'exportation de tous les excédents européens produits grâce à des prix garantis ou à des subventions sur les marchés internationaux tirait à la baisse les prix mondiaux. Et que ça avait des conséquences négatives sur les pays traditionnellement agro-exportateurs, parce que finalement ils bénéficiaient de prix mondiaux plus bas, mais aussi sur les producteurs agricoles des pays importateurs, parce qu'ils faisaient face à une concurrence de ces produits importés qui ne leur permettait pas de vendre à un prix rémunérateur pour eux-mêmes. Et là, les petits paysans, par exemple, de l'Afrique, ont beaucoup souffert de cette concurrence-là. Cette image illustre ce type de conflit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la grosse agriculture industrielle d'Amérique du Sud qui exporte du soja vers l'Union européenne, sans droit de douane, c'est dû à un accord particulier, et que ce soja-là nourrit, souvent OGM d'ailleurs, nourrit l'élevage européen qui se retrouve en excédent et qui est vendu à des prix cassés sur le continent africain ou sur le continent indien, par exemple, et écrase littéralement la paysannerie locale parce que celle-ci ne peut pas rentrer en concurrence avec les pâtes, les ailes congelées de poulet ou les côtes de porc congelées exportées sur ces pays-là en provenance de l'Europe. Pour organiser les conditions d'un commerce loyal sur le secteur agricole et agroalimentaire, la négociation dans le cycle de l'Uruguay va s'organiser autour de 3 grands enjeux. Les 2 premiers sont des enjeux tout à fait classiques d'une négociation commerciale classique. La première, c'est ce qu'on va appeler l'ouverture, l'accès au marché solvable. C'est l'idée que les pays acceptent de réduire leurs barrières douanières et non douanières, tarifaires et quantitatives principalement, sur les importations de produits agricoles et agroalimentaires. C'est classique, on le fait aussi sur les produits industriels. La deuxième, c'est d'éliminer les subventions aux exportations, là aussi pour éviter les effets distorsifs sur le marché mondial. Mais c'est la troisième sur laquelle on va beaucoup achoper et qui est très spécifique du secteur agricole, qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs dans les négociations commerciales. C'est l'idée que, finalement, c'est aussi les soutiens que les politiques agricoles nationales offrent à leur agriculture nationale qui ont indirectement un effet distorsif sur les prix du marché mondial et un effet, je dirais, déloyal sur les conditions de la concurrence. Et évidemment, dans le viseur, il y a les aides massives apportées par l'Union européenne, à l'époque on l'appelle encore la CE, à l'agriculture européenne, mais aussi les aides très fortes offertes par les États-Unis à leurs agriculteurs aussi. Et donc, ce qu'on va mettre sur la table de la négociation, c'est la réduction des soutiens à l'agriculture de ces pays-là. Et c'est quelque chose d'éminemment difficile parce que là, on ne touche plus à la politique commerciale d'un pays, mais à sa politique intérieure finalement, à sa politique agricole. Et ça, les pays n'ont pas l'habitude de négocier avec le reste du monde leur politique agricole. Et c'est donc là que ça va être difficile. Donc c'est pour ça que la négociation va s'étendre sur d'aussi longues années. Et finalement, on trouvera un accord pour l'ensemble des domaines négociés dans le cadre du cycle de l'Uruguay en 1993 et on signera l'accord définitif qu'on va appeler les accords de Marrakech, dont l'accord agricole, en décembre 1994 à Marrakech. Donc il comprend un accord agricole dont on vous parlera dans le cours suivant, mais dont on a réussi pour lequel on a trouvé une issue parce que justement la politique agricole commune de l'Europe a accepté de se réformer pour pouvoir signer cet accord, pour que l'Europe puisse être capable, prête 2 ans plus tard pour respecter cet accord. Mais on va aussi signer dans cet accord de Marrakech des accords beaucoup plus techniques, notamment l'accord sanitaire et phytosanitaire, l'accord SPS, qui a aussi une importance sur les échanges de produits agricoles, on en reparlera. Et ça va être aussi l'occasion de décider de remplacer le GATT par l'Organisation mondiale du commerce.